Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale. Vous le savez, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Voilà, 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires, je vais vous y retrouver. Puis en deuxième partie, Territoire d'info, l'invité politique en direct sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement qui sera là. Puis la troisième partie consacrée à l'actualité parlementaire et politique et du Sénat. Dans un instant, c'est le JT des territoires. A tout de suite. On ouvre ce JT par la réaction des Gilets jaunes au lendemain des annonces du Premier ministre. Pour eux, le compte n'y est pas. En cause notamment le moratoire sur les prix du carburant. Ils appellent à continuer et à amplifier le mouvement. Écoutez leur réaction à Toulouse, recueillie par nos partenaires de Via Occitanie. C'est que du bidon. On est toujours dans les mesurettes, donc bon, on nous prend toujours pour des illettrés. Un moratoire de 6 mois, pourquoi ? Il ne faut pas être dupe. C'est parce qu'il espère que le mouvement va s'effriter, se fatiguer, etc. Sauf que là, plus il fonctionne comme ça, plus l'énervement monte. On a déjà des messages de nouveaux arrivants de certains secteurs, je ne nommerai pas, mais le mouvement va se durcir. Ce qu'on nous prononce, ce sont des phrases vides de sens, parce que ça ne repose que sur des promesses à long terme, ça n'engage rien. Et puis le gel, excusez-moi de vous dire, mais qu'est-ce que vous entendez par terme gel ? Gel, ça veut dire qu'on fait une pause pour mieux redémarrer. Mais les gens, quand ils veulent finir la fin de mois, ils n'ont pas de pause pour mieux redémarrer. Et il manque toujours d'argent, juste un jour après leur paye ou autre, ils sont déjà en découvert. Il dit qu'il va geler les taxes du carburant. Il va les geler jusqu'à quand ? Jusqu'au printemps, il va nous les mettre quand même. Est-ce la convergence des luttes tant redoutées par le gouvernement ? Les avocats, en tout cas, eux aussi manifestent. Depuis 1 an, ils se mobilisent contre le projet de réforme de la justice. Il est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale. Et à Metz, la manifestation était très symbolique puisqu'ils ont décidé d'enterrer la justice. Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel, notre partenaire. En robe noire et silencieux, les avocats ont symboliquement enterré la justice. À bout de bras, ils ont porté son cercueil dans les rues de Metz, une justice selon eux assassinée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, alors qu'en ce moment même est examiné le projet de loi sur la réforme judiciaire. Des avocats qui dénoncent entre autres la fusion des tribunaux et l'éloignement du justiciable. Ce que nous craignons, c'est que sous le couvert de projet de réforme, on rende l'accès par le justiciable à la justice à un juge quasi impossible ou en tous les cas beaucoup plus difficile qu'à l'heure actuelle. Et ça, c'était inacceptable au plan du principe de la démocratie. Dans les rues, ils étaient une centaine à défiler, rejoints par des magistrats. Dans le cortège, une dizaine de robes rouges venus dénoncer le manque de moyens de la justice et l'allongement des délais d'attente. Tous les contentieux, ce qu'on appelle de proximité, le surendettement, les baux d'habitation, les saisies des rémunérations, la protection des majeurs, où on a besoin effectivement que les gens puissent y accéder sans se déplacer trop loin de chez eux. Là, ce sera fusionné, on ne sait pas trop comment la répartition se fera puisque tout est prévu par décret. On ne sait pas si cette répartition sera maintenue un temps et puis 2 ans après peut-être qu'on va supprimer des petites localités puisque ça ne sera pas rentable. Une manifestation à laquelle ont également participé des élus de tous bords politiques. En tête du cortège, le maire de Metz, Dominique Gros, a défendu le maintien à Metz de la cour d'appel. Ce que je redoute, c'est qu'on profite de cette réforme judiciaire pour siphonner le contenu de la cour d'appel en disant on vous la laisse, vous garderez les frontons, vous garderez le bâtiment, mais en fait en nous supprimant ce qui s'y passe. À Metz, les avocats étaient donc en grève sans toutefois bloquer le palais de justice. Des avocats qui comptent poursuivre la mobilisation s'ils ne sont pas entendus.
Voilà, la crise des Gilets jaunes ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des initiatives positives, des pêcheurs à Léman pour dépolluer les canaux à Dunkerque maintenant. Depuis plusieurs mois, un groupe d'amis dépollue les lacs et les canaux du Dunkerquois. Ils pêchent à Léman ou à l'aide de grappins. En quelques mois, ils ont déjà remonté, entre autres, 52 caddies, 90 barrières, des vélos, une baignoire. Reportage de Caroline Fichten pour Ouéo dans le Nord. C'est une drôle de pêche que pratiquent Léo et Antoine. Au bout de leur corde, un aimant ou un grappin. Pas de quoi remonter du poisson, mais plutôt toute la ferraille du fond du lac du parc Jacobsen à Saint-Paul-sur-Mer. Ce groupe d'amis pratique la pêche à l'aimant depuis plusieurs mois maintenant. On fonctionne avec des aimants industriels très puissants et qu'on lance dans l'eau, tout simplement. Et en fait, tout ce qu'il y a de métallique reste accroché ou reste collé et se décolle de la vase au fur et à mesure qu'on tire dessus. Voilà. Oh là, il n'est pas encore sorti. Ce scooter, c'est le 9e que le groupe qui se fait appeler l'aimant dunkerquois remonte de l'eau. Au fond des lacs et des canaux, il retrouve vraiment de tout. On a déjà remonté des motos, des scooters, de tout. Des râteaux, des fusils, de l'argent. Depuis que le groupe pêche, 91 barrières, 70 vélos, 52 caddies ont été sortis de l'eau. Il y a aussi des objets plus insolites comme une boîte aux lettres, un WC ou un feu tricolore. Autant de choses qui n'ont rien à faire au fond. Les pêcheurs à l'aimant partagent un objectif commun, la dépollution. On retrouve un petit peu tout dans les eaux, donc je pense que si chaque citoyen pouvait dépolluer, ça nous aiderait un petit peu à faire avancer la chose. Quand on remonte tout ce qu'il y a dans le canal ou comme là ici, le lac, c'est hallucinant. C'est hallucinant tout ce que les gens y balancent et ça fait peur. Ça fait peur. L'aimant dunkerquois fait mouche à chaque pêche et c'est malheureusement qu'il y a encore beaucoup à remonter. Voilà, rien à voir, des boules de Noël 100% made in France. Elles sont rondes, colorées et 100% françaises. Les boules de Noël d'Herry France sont confectionnées depuis environ 30 ans à Blaye-les-Mines, au nord d'Albi. Un savoir-faire unique pour l'entreprise qui est la dernière de France à réaliser ces décorations si particulières, comme le montre ce reportage de notre partenaire Via Occitanie. Voilà le début de la production des boules de Noël. Elles sont rondes, colorées et 100% françaises. Les boules de Noël Herry France sont confectionnées depuis environ 30 ans à Blaye-les-Mines au nord d'Albi. Un savoir-faire unique pour cette entreprise qui est la dernière de France à confectionner ces décorations si particulières. Ce sont des boules incassables avec différentes spécificités, notamment des normes, le respect de normes incendie. Notamment pour le marché allemand, puisqu'aujourd'hui on vend surtout le marché européen. En fait. Le chiffre d'affaires aujourd'hui est d'environ 700 000 €, qui correspond à une vente de 300 000 boules annuelles, des toutes petites boules, mais des bien plus grosses également. Elles sont ainsi créées, assemblées et vernies entièrement par les salariés du centre Caramantis, une structure qui emploie 230 personnes en situation de handicap, dont 40 affiliés aux boules de Noël, et qui sont encadrées par des professionnels du milieu. Une belle façon d'oublier les différences, quel que soit le handicap. Le handicap, peut-être qu'il ne se voit pas, mais il y est quand même. Donc après, c'est des problèmes de lecture, d'écriture. Je suis daltonien et dyslexique, donc c'est des handicaps qui sont gênants, quoi. Ça vous a fait quoi de trouver ce travail? Mais ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, oui. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Enfin, moi, j'ai une chance inouïe de travailler. C'est moins prenant que le milieu ordinaire. On travaille à notre rythme. Avec les moniteurs qui sont sympas, ils nous poussent pas trop jusqu'au bout. On fait ce qu'on peut. C'est quoi qui vous plaît dans ce travail? Les boules, parce que c'est toujours Noël ici. Il y a du travail, il y a du boulot, on respecte les délais. C'est un peu juste, mais on essaye. La création de boules de Noël, c'est un support pour socialiser, valoriser les compétences des personnes qui aujourd'hui sont éloignées de l'emploi, en tout cas de l'emploi salarié dans des entreprises dites ordinaires. Une confection qui n'est malheureusement pas destinée au grand public. Seules les communes et grandes surfaces en sont les clients. Voilà, on poursuit ce JT avec les unes et les titres de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Bonjour Saveria, évidemment à la une de la presse quotidienne régionale, Édouard Philippe, les Gilets jaunes, et c'est à la une de Midi Libre ce matin. Édouard Philippe en première ligne, dans un conflit qui ne s'apaise pas et qui au contraire s'étend. 3 mesures, 0
effet. Les reculs du Premier ministre ne désamorcent pas le mouvement des Gilets jaunes. En attendant, les colères s'agrègent. Après les lycéens, les ambulanciers, ce sont les étudiants et les routiers qui s'apprêtent à rejoindre le mouvement. La semaine prochaine, ce seront les agriculteurs qui vont se mobiliser. Pas convaincus du tout, donc les Gilets jaunes, vous le savez, à la une aussi du Courrier Picard ce matin. Pas convaincus, non. Ils réagissent froidement aux annonces du Premier ministre. Gel de 6 mois de la hausse des taxes sur l'essence, pas d'augmentation du prix de l'électricité et pas de durcissement du contrôle technique, mais aucune mesure pour augmenter concrètement le pouvoir d'achat des Français. C'est ce que déplore également la classe politique. Résultat, la mobilisation ne faiblit pas et se prépare déjà à une nouvelle journée de manifestation samedi à Paris. Et puis les jeunes déboulent également dans l'action et c'est à la une de la Marseillaise ce matin. Les jeunes Marseillais rejoignent le mouvement après les lycéens. Depuis lundi, les étudiants réfléchissent à leur tour à se joindre à la contestation. Les revendications des lycéens sont multiples. Abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle, mais aussi du service national universel, tout comme les moyens de mobilisation, blocus, barrage filtrant ou encore rassemblement. Voilà, cela fait 1 an que Johnny Hallyday a disparu. C'est à la une de Paris-Normandie aujourd'hui. Il y a 1 an, jour pour jour, l'idole des jeunes, l'idole de tout un pays disparaissait. Plutôt que de se focaliser sur les querelles d'héritage qui déchirent la famille, Paris-Normandie a choisi d'interroger les fans 1 an après. Quelle est leur vie sans Johnny? Puis par ailleurs, on apprend aujourd'hui que les obsèques du chanteur à l'église de la Madeleine ont bien évidemment coûté un certain prix, une facture que Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, n'a pas encore réglée, qu'elle a d'ailleurs fait envoyer à l'Élysée qui se refuse à régler cette facture. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui. Merci Saveria. On vous retrouve évidemment pour la 3e partie de notre émission, l'actualité parlementaire, celle du Sénat et politique. Dans un instant, c'est le Club de la presse. À tout à l'heure. Bonjour Jean-Baptiste Forêt. Bonjour Cyril. Appartenez à la Gazette des communes, des départements et des régions. Et bonjour Patrice Moyon de Ouest France. Et bonjour merci Cyril. d'être avec nous ce matin. Avec vous Patrice Moyon, dans quelques minutes, on regardera la carte de France. Là où il y a les médecins, là où il n'y en a pas, les problèmes que ça pose. Il y a une carte très bien faite aujourd'hui dans Ouest France. On va regarder. Ça fait partie d'une des revendications aussi des Gilets jaunes. Effectivement. Et puis avec vous Jean-Baptiste Forêt, on va examiner aussi ce que disait le Midi Libre, la une du Midi Libre, dirigée par Olivier Biscay. Ça résume bien le sentiment général. 3 mesures, 0 effet. On a vu à l'instant la une du Midi Libre. Au fond, ce sont le rôle des élus dans la crise des Gilets jaunes que vous pointez, vous également, ce matin. Qu'est-ce qu'ils font, les élus? Comment sont-ils présents dans cette crise? Mais ils ont du mal à trouver leur place dans cette crise. Le gouvernement, Édouard Philippe, pour faire retomber la fièvre jaune, va organiser des débats au plus près des Français, dans les territoires. Donc on pouvait penser que les élus seraient en première ligne. Et en fait, non. Emmanuel Macron, hier, a posé un lapin aux associations d'élus. Il y avait une réunion qui était prévue tout à fait. De longue date. Qui devait être reçu à l'Élysée. Il a préféré aller au Puy-en-Velay sur les décombres des dégâts causés par les Gilets jaunes, à la préfecture de Haute-Loire. Et du coup, les associations d'élus sont toujours assez en colère, assez remontées. Pour elles, le moratoire sur les hausses de taxes sur l'essence, le diesel et le fioul ne suffit pas. À l'instar des Gilets jaunes, ces associations d'élus réclament un autre moratoire sur la fermeture des services publics, c'est-à-dire une poste ici, une gendarmerie là, une école ailleurs. Du coup, le gouvernement reste quand même très coupé des corps intermédiaires dans ce débat, dans cette crise. Jean-Baptiste Forêt, on a entendu les élus, notamment au moment de la réunion des maires de France, il y a quelques jours, dire on avait prévenu, on avait dit que ça allait arriver. On est au fond, c'est nous le pouls de la nation. Et on avait prévenu le pouvoir, on avait prévenu l'exécutif. Exactement. Que ce mouvement pouvait arriver. Les élus sont d'excellents capteurs, mais il n'y a pas que les élus. Il y a aussi les préfets. Avant-hier, dans Le Monde, il y a un papier tout à fait éclairant sur des témoignages de préfets, sous couvert d'anonymat, bien sûr, qui disaient que la situation était extrêmement tendue depuis plusieurs semaines, quasi insurrectionnelle, voire pré-révolutionnaire. Donc, apparemment, ces signaux-là n'ont pas été entendu, puisque le gouvernement a quand même tardé à prendre des mesures. Patrice Moyon, on a vu le Premier ministre en première ligne annoncer ces mesures, ce moratoire, comme on dit. On n'entend pas le président de la République. On l'a vu hier, il a été sifflé alors qu'il visitait la préfecture du Puy-en-Velay. Pourquoi on n'entend pas Emmanuel Macron ? Je pense qu'il a été
beaucoup en première ligne ces derniers mois et qu'aujourd'hui, il a besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, ne serait-ce que pour respecter l'esprit des institutions de la Ve République. Et il met Édouard Philippe en première ligne. Il a besoin aujourd'hui, il faut savoir que le Premier ministre, il peut servir de fusible dans les institutions de la Ve République. Et je pense que c'est le président de la République qui est aujourd'hui la première cible des manifestants. Jean-Baptiste Forêt, c'est une répartition des tâches dans l'exécutif ? Je pense qu'il y a quand même des réglages à trouver parce que le président de la République ces dernières semaines intervenait quasiment tous les jours. Avant le plan qui a été dévoilé hier, il y a quand même toute une batterie de mesures annoncées soit par Édouard Philippe, soit par Emmanuel Macron. On a quand même du mal à distinguer le casting, la distribution des rôles au sein de l'exécutif. Là, le président cherche à se draper dans la majesté présidentielle, mais il risque quand même d'être... c'est sans doute un peu tard, quand même, aujourd'hui. Alors, il avait donné une interview il y a 1 an au Guardian. Il disait qu'il était taillé pour les tempêtes. Je crois qu'il est servi, là, aujourd'hui. On en parlera évidemment avec notre invité politique tout à l'heure, l'invité politique de Territoire d'Info. C'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est évidemment en première ligne en ce moment. Sur ces élus, on revient à vous, à la Gazette des communes. Ils peuvent apporter, en dehors du dialogue qu'ils veulent rétablir avec le gouvernement, est-ce qu'ils ont un plan à proposer, j'allais presque dire en kit au gouvernement? Ce qui est nouveau dans le dialogue entre le gouvernement et les élus, c'est que les principales associations, à savoir l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et les régions de France, se sont unis. C'est l'union fait la force, et ils sont très présents, ces élus-là, dans le débat public. Ils ont proposé hier effectivement un plan, alors avec le moratoire que j'ai déjà évoqué sur la fermeture des services publics en milieu rural, avec une demande de plus de décentralisation. Je ne suis pas totalement certain que ça corresponde exactement à ce qu'attendent les Français. Le décrochage, il existe entre les gilets jaunes et les élus nationaux, mais aussi entre les gilets jaunes et les élus locaux. Les gilets jaunes ont tendance à mettre un peu tous les élus dans le même sac. Même les, on va dire entre guillemets, j'aime pas cette expression, les petits maires, c'est-à-dire les maires des petites communes, les conseillers municipaux, ces élus-là qui sont... C'est peut-être même eux des gilets jaunes, non, au fond, ceux-là? Il y en a un certain nombre. On a vu des maires apposer des gilets jaunes au fronton de leur hôtel de ville. Effectivement, là, le dialogue est effectivement plus facile. C'est un circuit extrêmement court. Le président du Sénat dit toujours que les maires sont à portée d'engueulade. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le contact peut être établi. Mais au-delà des toutes petites communes, il y a quand même encore aujourd'hui de la friture sur la ligne. Alors, une des revendications des gilets jaunes, mais pas seulement, des élus aussi, c'est l'accès à la médecine qui est toujours plus inégal. Une carte très intéressante dans Ouest France aujourd'hui, Patrice Moyon, qui montre la concentration de médecins dans certains endroits et puis l'absence presque totale dans certains autres. Oui, et je pense que la fièvre jaune, ce n'est pas seulement une question de prix du carburant. La fièvre jaune, c'est la résultante d'une fracture territoriale. On le voit bien dans les mobilisations qui épousent ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est pourtant, on ne manque pas de médecins en France. Il y a 10 000 médecins de plus entre 2018 et 2012. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on manque de médecins généralistes aujourd'hui. 198 081 médecins en activité régulière en France. Ouais. C'est beaucoup. Oui, on a des médecins, mais le problème, c'est que le nombre de médecins a augmenté, le nombre de spécialistes a augmenté, et on manque de médecins généralistes. Alors, il y a un plan qui a été lancé, il va y avoir la fin du numerus clausus, mais avant qu'on en voit les effets, c'est comme pour toutes les autres réformes, il faudra attendre aussi. Quels sont les départements les mieux dotés alors là? Alors, les départements les mieux... J'ai vu Caen, par exemple. Moi, j'ai vu sur la carte qui était particulièrement bien loti. Ouais. Et puis, il y en a d'autres. Alors, en Normandie, le bout de la Normandie, là, il n'y a personne. Au bout de la Normandie, il n'y a personne. La Mayenne, il n'y a personne. Il y a des départements ruraux où, effectivement, là, aujourd'hui, on manque de médecins. Ce qui est intéressant, c'est la répartition salariés libéraux aussi. Vous faites 47% de médecins salariés, 42% de libéraux et 11% de mixtes. C'est quoi mixte? Ils vont en hôpital et puis ils consultent quand même en privé? Oui. Et ce que voudrait le gouvernement, c'est mettre en place des communautés territoriales de santé à l'avenir. C'est-à-dire que l'un des problèmes aussi pour les médecins généralistes, c'est qu'ils se sentent seuls aujourd'hui. Donc retrouver
recréer des pôles dans lesquels des pôles de vrais pôles de santé. C'est pointé par l'Ordre national des médecins, d'ailleurs, ce que vous dites là. Des femmes, plus de femmes, 47% de femmes, et c'est 28% en 2007, c'était le chiffre. Oui, plus de femmes médecins, mais ce qui pose aussi un problème, parce que un certain nombre de femmes choisissent ensuite d'être à temps partiel. Donc, c'est pas simple la question de la médecine. En tout cas, c'est intéressant, hein, cet article donc, dans Ouest France, l'accès à la médecine toujours plus inégal. Voilà. On va... merci messieurs, vous restez avec nous bien sûr hein, pour le débrief, notamment de l'actualité, mais également de notre invité politique Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est là, qui arrive, qui va être notre invité politique. On va regarder la météo des territoires. À signaler tout de même, c'est important, une alerte tsunami qui a été émise, vous le savez, au large, vous en avez peut-être entendu parler ce matin si vous écoutiez les radios, au large de l'archipel française de Nouvelle-Calédonie. Vous voyez derrière moi un tweet du Haut-Commissariat qui, avec un ordre d'évacuation immédiat des populations vers les zones refuges et application des consignes de sécurité. C'est le Haut-Commissariat de Nouméa qui vient de faire ce tweet. Donc un séisme important hein, sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Il est autour de 7,5. Voilà, on va regarder la météo des territoires. Vous allez voir, la France est coupée en deux avec une partie grise et une partie où il fait beau. Et on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques instants, nous allons retrouver Marc Fesneau, l'invité politique en direct sur ce plateau. C'est le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous imaginez les questions qu'on a à lui poser ce matin. Elles sont nombreuses. Tout de suite, on va aller faire un tour du côté du Zapmonde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures, avec cette première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée. C'est une étude d'un grand journal scientifique qui vient de paraître. On regarde ensemble. On se retrouve après avec Marc Fesneau, l'invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Tout d'abord, cette information parue dans la très sérieuse revue scientifique The Lancet, la naissance au Brésil du premier bébé grâce à une greffe d'utérus d'une donneuse décédée. Et cette prouesse a été réalisée par l'équipe du docteur Danny Eisenberg. L'opération a duré 10h30. La future maman avait 32 ans. Elle était née sans utérus et elle a bénéficié d'une greffe d'une donneuse, elle décédée d'un AVC. 5 mois après cette greffe qui s'est bien passée, un embryon obtenu in vitro a été implanté. La grossesse s'est parfaitement déroulée et finalement, le bébé est né par césarienne le 15 décembre 2017, il y a quasiment tout juste un an. L'utérus ensuite greffé a été retiré. La maman et l'enfant ont finalement quitté l'hôpital au bout de 3 jours seulement. Cette première mondiale qui soulève seulement des questions éthiques ne va pas laisser indifférent. Ici au Brésil, le président d'extrême droite élu il y a quelques semaines est favorable aux religieux évangéliques. Le Brésil reste très conservateur. L'avortement est toujours interdit. Le gouvernement belge ne tient plus qu'à un fil. La coalition fédérale est politiquement morte. À l'origine de la crise, un simple désaccord sur un texte de l'ONU qui a mis le feu aux poudres. Charles Michel l'a réitéré, il ira à Marrakech pour défendre le pacte des Nations Unies sur les migrations. Tout est parti de ce texte onusien de politique migratoire que le Premier ministre a promis de signer. C'était à New York, fin septembre.
La directrice de la CIA était entendue ce mardi à huis clos par les sénateurs américains. Une audition pour dire ce que l'agence de renseignement sait du meurtre de Jamal Khashoggi au sein du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Je n'ai aucun doute sur le fait que le prince héritier MBS ait ordonné le meurtre, surveillé le meurtre, su exactement ce qui se passait dès le départ. Et il aurait même planifié à l'avance. S'il était devant un jury, il serait condamné en 30 minutes. Coupable.